Alors ces faits évoqués ne sont que les ancêtres finalement des faits actuels. Oui. C'est l'histoire qui se répète et recommence à travers les siècles, les 2 siècles que vous évoquez. Alors nous aurions pu presque avoir de l'indulgence pour ces gens ordinaires, les pauvres personnages que vous décrivez dans certaines des affaires. Ils sont extrêmement pauvres d'origine, sans éducation. Vous les avez volontairement, et qui évoluent bien sûr dans ce monde artificiel que vous avez décrit, quand vous dites Nice, baie des Anges et les palaces. Oui, alors moi je crois qu'on pourrait, s'il s'agissait de faire une étude approfondie du livre, c'est plus le livre, c'est l'étude du livre et à la limite l'introspection ou l'étude de celui qui l'a écrit. Si quelqu'un se lançait dans cette étude, il verrait bien que j'ai mis et j'ai alterné l'histoire de ce qu'on pourrait appeler de pauvres filles, dont on évoquera peut-être la vie dans un moment, en parlant de cette pauvre Stella, qui était une fille de joie de la maison du même nom, rue de la République, enfin avenue de la République, à la place Pellegrini, je ne sais pas si vous vous situez, la place Pellegrini, qui a été refaite, très bien refaite d'ailleurs, en parallèle avec des gens qui semblaient avoir tout. C'est-à-dire qu'il y avait une position sociale, une position financière, et qui, malgré ça, sont tombés dans une vie encore plus facile. C'est-à-dire des gens qui vivaient dans des hôtels, qui vivaient dans des résidences, qui avaient de l'argent ou qui en empruntaient, qui allaient jouer au casino, qui gagnaient ou qui perdaient, mais qui avaient une assise financière et sociale suffisamment stable et suffisamment solide pour qu'on puisse penser, nous, à l'extérieur, qu'on puisse penser que ces gens-là étaient des gens sans histoire. Or, on s'aperçoit que ces gens-là, parce qu'ils en voulaient peut-être encore plus que ce qu'ils avaient, vont se lancer dans des opérations pour lesquelles on se demande si vraiment ils avaient réfléchi. Lorsque, à Monaco, puisque en l'occurrence il s'agit de cette femme coupée en morceaux, lorsqu'à Monaco ce couple démembre une dame qu'ils connaissent, qu'ils mettent les morceaux dans une malle et qu'ils font transporter cette malle à la gare PLM à l'époque, pour une expédition vers Marseille, mais qui remplissent le bordereau. Monsieur, madame, on envoie cette malle. Je ne sais pas à quoi ils pensaient. Est-ce qu'ils pensaient que peut-être cette malle allait s'évaporer dans la nature, etc. 4 jours après, 1 semaine après, à Marseille, au service des transports des colis, ils ont vu cette malle n'ayant toujours pas été récupérée, elle commençait à sentir, un liquide rougeâtre, brunâtre commençait à couler de la main. La police a été prévenue, ils sont venus, ils ont trouvé les morceaux. Mais les gens qui l'ont fait, ils devaient quand même réfléchir qu'à un moment donné, ça serait découvert. C'est pour ça que je vous dis, ces gens-là avaient tout, mais ils en voulaient encore plus. Bon, alors, entre les deux, entre ces deux ou trois braves filles, dont une certaine Guite, la niçoise, qui s'est fait trucider à Paris parce que son souteneur d'aider le niçois, je signale que chaque fois dans la presse, c'était la niçoise, le niçois, en dehors de ces quelques pauvres filles, après il y a des histoires qui sont des histoires intéressantes parce qu'elles sont truculentes. Le fameux Tarzan des campings, un bel homme étant la coqueluche de ces dames, et dont très bel homme, mais en même temps très bien physiquement,
Et son sport favori, c'était de grimper sur les façades. Et pendant qu'il y avait des réceptions au rez-de-chaussée, au premier étage, lui, il montait dans les étages, il fouillait et il prenait la fortune qui pouvait être sous sa main. Donc c'est un peu le juste milieu. Donc d'un côté, une population pas très bien outillée, hein, une pauvre revendeuse au marché, un pauvre policier qui a été bafoué et qui a tué parce qu'il voulait venger son honneur. De l'autre côté, des gens riches, qui étaient sans besoin financier. Et puis au milieu, une série de gens qui se trouvent là. Bon, pourquoi ? Parce que finalement, il y a ce fameux qu'on est obligé c'est cette raison qu'on est obligé de prendre en compte, ce fameux état de belle gueule. Ouais, je mets des guillemets si vous voulez à belle gueule, mais il y en a qui s'en sont sortis parce que ils avaient subjugué il avait subjugué une demi-mondaine dont on n'a jamais retrouvé la trace. Elle a disparu. On a un autre s'est trouvé amené à venger une petite amie qu'il avait et dont qu'un de ses amis voulait mettre sur le trottoir. C'est un peu le milieu. Hein. C'est des gens, excusez-moi, mais c'est des gens comme vous et moi. Peut-être que dans 3 ou 4 jours, ou dans 3 ou 4 semaines, 3 ou 4 mois, vous ouvrirez le journal et vous verrez Roger Roca assassine sauvagement quelqu'un qui ne parlait pas niçois. Bon. Donc, on ne peut pas savoir. Vous voyez, il y a des gens enfin, moi je l'ai perçu comme ça. Il y a des gens qui, par le milieu où ils vivent, ils sont nés où ils vivent, pas quand ils sont nés, parce que quand ils sont nés, peut-être pas encore, mais au milieu où ils vivent, ils sont prédestinés à faire un mauvais coup, un truc comme ça. D'autres non, et puis après il y a ceux au milieu, c'est fluctuant. Alors on a des choses qui sont un peu terribles. On a trouvé un ancien procureur haut fonctionnaire, on l'a trouvé assassiné dans les bois à la sortie ouest de Nice. On n'a jamais su pourquoi. On l'a trouvé comme ça, donc je donne un peu... j'essaie de me tenir au plus près de la réalité. Quand on n'a pas de solution, eh bien on n'a pas de solution. Alors il y a des figures qui remontent, hein, figures qui sont un peu spécialisées dans les enquêtes, et puis il y a les gens... au travers des pages, on voit passer des hommes politiques, cette fille qui a été assassinée à côté d'Antibes, pleine de la Brague, etc. Mais chaque fois, on a une enquête qui est faite. Alors, avec cette problématique du témoignage, certains ont vu que la voiture était rouge, et puis le voisin a vu que la voiture était blanche. Alors il n'y a qu'une affaire sur laquelle je me suis penché un peu plus largement, parce que c'était aussi une affaire, entre guillemets, politique. Alors nous sommes dans les années 20 avec l'émergence en Italie du mouvement fasciste. Donc, nous avons dans notre région une forte immigration italienne, incontestable. Nous sommes plusieurs, je dis nous parce que j'en suis, nous sommes plusieurs à avoir des origines italiennes, me gêne un peu, disons piémontaises ou toscanes ou calabraises, mais l'Italie n'existait pas en tant que telle. Et se trouvent confrontés à Nice des pro-mussoliniens, c'est-à-dire des gens qui adoptent, tout en étant à Nice, en travaillant à Nice, qui adoptent les thèses de Mussolini, du Mussolini des années 30. Hein. Et puis, il y a d'autres
italiens. Alors les premiers, ceux qui adoptent les idées mussoliniennes, se retrouvent dans des associations, et notamment la Dante Alighieri se trouve autour du consulat d'Italie, boulevard Gambetta. Et puis après, il y a les syndicats ouvriers qui, eux, en règle générale, sont plutôt à tendance anarchiste. Ils sont contre Mussolini, plutôt à tendance anarchiste. Et il y a eu un fait assez important. Alors, je vais vous donner la date. Enfin, peu importe, je la chercherai tout à l'heure. Les anciens combattants italiens, donc à tendance plutôt mussolinienne, se décident de faire une rencontre, un repas sur la Grande Corniche, un restaurant de la Grande Corniche qui existe encore et qui est juste avant la bifurcation sur la droite pour l'observatoire, pour le domaine de l'observatoire. C'est important ça. Vous allez voir pourquoi. Le domaine existe toujours, c'est plus un restaurant maintenant, mais c'est sur la gauche. Ils se réunissent là, alors réunion traditionnelle dans le pays niçois, à midi, j'allais dire, je n'ai pas vu le menu, mais ravioli certainement, daube, ravioli, pour commencer pissaladière, vin italien et tout, l'après-midi partie de boule, 5 heures de l'après-midi, on décide de partir. Alors, ceux qui sont venus avec leur propre voiture partent avec leur voiture. Les autres étaient venus en car. Donc, le car monte de Nice. Il va tourner à l'embranchement de l'observatoire pour revenir, prendre les gens, les descendre à Nice. Et pendant qu'il fait cette manœuvre, si vous visualisez un peu la Grande Corniche, sur la droite, il y a tout le long le mur qui avait été mis en place par Bischoff, puisqu'il voulait fermer son domaine. Quelqu'un était-il caché depuis quelques heures derrière ce mur, ou était-il plus haut, il a fait rouler, enfin quelqu'un fait rouler une bombe infernale, une marmite infernale, et qui descend et qui explose au milieu des gens qui attendaient. Voilà. Alors, ça a été une véritable tuerie, il y a beaucoup de morts, de blessés, chargé dans le car pour descendre à Saint-Roch, puisque c'était l'endroit où il y avait les secours d'urgence. Et l'enquête a amené à s'intéresser à ce milieu anarchiste, puisque c'était finalement ceux qui en avaient le plus contre ces Italiens qui avaient fait ce repas, et dont un grand nombre, mais on ne peut pas le qualifier, on se réunit pour faire un repas, mais un grand nombre étaient d'anciens combattants mussoliniens, les fameux Arditi. Donc, ça a amené la police à s'intéresser au milieu anarchiste. Et là, ils ont fait des recoupements avec des attentats qui avaient eu lieu à Juan-les-Pins. Au cours d'un bal, il y avait eu un attentat, on avait jeté 2 bombes sur la piste de danse. Et puis, des frères, 3 frères, qui étaient très engagés dans le milieu anarchiste, et dont un fera la guerre d'Espagne. Dans les années 30, plus tard. Mais finalement, on n'a jamais su qui avait exécuté cet attentat. On a retrouvé chez certains des morceaux de cordon Big Four, qui permettaient de faire sauter de la dynamite, mais ils travaillaient sur un chantier, dans une carrière. Donc finalement, on n'a jamais su. Mais ça a véritablement fait grand bruit. Je vais vous trouver le détail, mais grand bruit dans le milieu niçois.